Et bonjour à tous, c'est Zatsuyo, l'apprenti marine. Aujourd'hui dans cette vidéo tuto, je vous propose de partager avec vous la découverte des règles de One Piece TCG pour pouvoir comprendre les subtilités et pouvoir commencer à jouer directement. Alors je sais qu'il y a déjà pas mal de tutos parce que beaucoup de gens ont commencé avec les versions japonaises ou anglaises, notamment sur le simulateur. Mais moi ayant commencé avec l'OP9 et l'arrivée du jeu dans la langue de Molière, je me propose de découvrir avec vous donc les fondements de ce jeu qui est vraiment très intéressant et beaucoup plus subtil que ce qui n'y paraît. Allez, c'est parti! On va commencer avec la composition du matériel pour jouer. Généralement, on joue avec un deck, donc de 50 cartes. Ce deck, c'est ce qu'on appelle le corps du deck. Il est orienté sur la stratégie de votre leader. Donc le leader est une carte supplémentaire, et donc c'est lui, donc en l'occurrence Edward Newgate. Donc là, pour faire la présentation, j'utilise le starter deck que j'ai présenté sur la chaîne la dernière fois. Donc Edward Newgate, c'est sa capacité et sa couleur qui va définir le corps du deck. Donc on va tourner autour de sa capacité, des cartes vont comboter avec, donc en général on construit le deck en fonction de notre leader. Et enfin, la particularité du One Piece TCG, c'est qu'il y a un deuxième deck qui est le deck de Don, donc composé de 10 Don. Et ces Don en fait sont la ressource du jeu qui nous permet donc de jouer nos cartes. Je vais maintenant vous présenter le positionnement des cartes. Donc des fois il existe des playmats avec les zones directement marquées dessus, mais c'est vrai que la plupart du temps on va jouer soit sur une table ou soit sur un autre tapis, et donc il est important de savoir comment positionner ces cartes pour plus de lisibilité dans le jeu. Donc le deck de Don, généralement il vient se situer en bas à gauche, donc de sorte que quand on tire nos Don à chaque tour, on ait une visibilité directe sur les ressources dont on dispose pour jouer nos cartes. Donc là par exemple, je me retrouverai autour d'eux avec donc 2 Don puis 2 Don. Ensuite, on a notre leader qu'on vient mettre au centre en général, donc sur la zone centrale à côté de notre deck, et donc le deck que l'on vient jouer ici, donc retourner afin de pouvoir piocher. On peut laisser un espace ici si jamais notre deck comporte une carte lieu. Donc les lieux, c'est des cartes un peu particulières qui restent sur le terrain en permanence et on peut les activer quand on veut. Tous les decks n'ont pas de lieu, mais c'est vrai que ça apporte un avantage stratégique conséquent. Ensuite, vous allez avoir la zone devant vous, qui sera la zone qui vous permettra de jouer vos personnages. Donc là, par exemple, voilà, ce sera mon board de personnages. Et donc ces personnages-là me permettront après, si je les engage, d'attaquer ou de défendre. Donc c'est vraiment ces trois zones-là de jeu bien définies. Il y a une dernière zone un peu particulière qu'on met ici, c'est la zone de points de vie. Donc généralement, on vient mettre nos points de vie ici. Alors tout le monde ne dispose pas ces cartes de cette manière-là. Là, c'est plus un peu comme le simulateur. Il y en a qui les mettent droite, il y en a qui les mettent allongées comme ça, un peu décalées. La disposition, celle-là, elle est propre à chacun. C'est pour plus de lisibilité. Mais c'est vrai que c'est bien important qu'on voit le nombre de vies qui nous restent parce que tout le but de One Piece est de retirer ses vies afin de pouvoir vaincre le leader adverse. Sachant que là, en l'occurrence, j'ai Edward Newgate, donc il a 6 vies, et donc c'est le nombre de vies présentées sur la carte ici, donc je ne sais pas si on voit bien, donc il a 6 vies, donc ça veut dire que je place 6 cartes dans sa zone de vie. Le joueur gagne la bataille quand il a réussi à retirer toutes les vies de son adversaire et de placer une dernière attaque sur le leader. Pour débuter la partie, généralement on tire au sort la personne qui va commencer. Donc moi je vous conseille d'avoir toujours un dé sur vous. Donc vous lancez le dé,
Donc là, on l'a pas vu, mais voilà. Donc là, je fais 3. Mon adversaire lance le dé, il fait 5. Donc, c'est lui qui choisit s'il commence ou si je commence. Ça a une vraie importance dans le jeu de savoir qui commence et qui joue second. Celui qui va commencer commencera avec un don d'abord, alors que celui qui jouera second commencera à piocher 2 dons. Ce qui veut dire que si vous avez des cartes paires ou impaires avec certains tours de jeu, il est plus intéressant soit de commencer ou soit de laisser votre adversaire commencer. C'est vrai que la plupart du temps, on préfère jouer en premier parce qu'on a un avantage de une donne par rapport à notre adversaire. Une fois qu'on a défini qui commençait avec le dé, à ce moment-là, on pioche 5 cartes. Donc là, on prend le deck, 1, 2, 3, 4 et 5. On regarde nos cartes, et si notre main ne nous convient pas, on peut faire ce qu'on appelle un mulligan. On a le droit à faire cette manœuvre une seule fois, ce qui veut dire que je prends mes cartes, je les remets dans le deck, je peux remélanger mon deck et repiocher 5 cartes. Donc ça, je ne peux le faire qu'une seule fois. Ensuite, il faut automatiser. Une fois que vous avez fait votre mulligan, vous prenez le nombre de vies de votre leader et vous les placez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 en l'occurrence pour Barbe Blanche. Et donc je viens les placer ici. Donc nos cartes sont placées. J'ai mon leader, mon deck de donne, mes vies. Mon adversaire a décidé que je commençais en premier. Donc je commence avec une donne et je ne pioche pas. À son tour, il commencera lui avec 2 donnes et il aura un tour de pioche supplémentaire. Je fais un petit saut en avant dans la partie, donc admettons qu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc là, nous avons déjà joué quelques tours, j'ai posé des personnages en payant leur coût, et j'ai attaché une donne à ce personnage au tour précédent. Donc sur le déroulement d'un tour, on commence toujours par ce qu'on appelle la phase de recharge. Donc cette phase de recharge, en fait, elle consiste à redresser tout ce qu'on a utilisé sur le tour précédent. Donc, j'ai bloqué avec ce personnage-là et j'ai attaqué avec celui-là et mon leader. Donc, je les redresse. Je remets le don que j'avais attaché à Atmos dans ma zone de don et je redresse les dons que j'avais utilisés pour jouer des cartes. Donc ça, c'est la première phase, donc la phase de recharge. Ensuite, on a la phase de pioche. Donc ne pas oublier de piocher une carte à chaque tour. Et on rajoute 2 cartes donne à chaque tour. Donc cette mécanique, c'est vrai qu'elle est vachement intéressante par rapport à d'autres TCG, c'est qu'à chaque tour, on est assuré d'avoir des ressources supplémentaires. On récupère 2 donnes à chaque fois. Donc il faut bien anticiper sur le nombre de donnes qu'on aura au tour suivant pour essayer d'optimiser nos tours afin qu'il nous reste plus de donnes à la fin de notre tour et un peu jouer ce qu'on appelle mana curve, donc toujours avoir soit des donnes libres pour jouer nos contres ou soit utiliser exactement le bon nombre de donnes pour jouer nos personnages. Une fois qu'on a bien fait toutes ces étapes avant de pouvoir jouer, on a ensuite notre phase principale. Alors la phase principale, elle est vachement importante parce que c'est là que vous allez pouvoir faire toutes vos actions. Et contrairement, bon, on va prendre l'exemple typique de Magic, où il y a des phases d'attaque bien définies. Là, sur la phase principale, vous pouvez tout faire dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez attaquer, ensuite vous pouvez jouer un personnage,
Vous pouvez activer une compétence, etc., etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Alors, là, je viens de jouer ce personnage, donc il a, entre guillemets, le mal d'invocation. Mais si je veux attaquer avec celui-ci, lui mettre une donne, rejouer un autre personnage, puis réattaquer avec un autre personnage, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. C'est vraiment ça qui est particulier. Certains effets combattent avec d'autres. Des fois, il est plus intéressant d'attaquer et de conserver ses donnes. Des fois, vous allez être obligé de jouer des cartes pour aller piocher et avoir plus de solutions en main. Donc c'est là où repose toute la stratégie de One Piece et de ce jeu de cartes. Un autre élément qui est important, et je suis passé vite dessus tout à l'heure, c'est sur le fait d'attacher des donnes. Donc nos cartes, on va prendre l'exemple d'Atmos, nos cartes personnages, elles ont un coût qui est ici et une puissance qui est là. Elles ont aussi certaines cartes un contre et des fois des capacités. Donc le texte en bleu dit quand s'active la capacité. Donc là en l'occurrence c'est en attaquant, alors que ISO c'est jouer. Donc c'est quand elle arrive en jeu. Des fois c'est marqué phase principale, donc c'est une activation pendant la phase principale. Je m'attarderai dans une prochaine vidéo sur les différents effets des cartes, mais là on va rester sur les règles générales. Donc votre carte d'Atmos, donc qui est un attaquant, hein, il n'est pas bloqueur, donc lui il ne sert que à attaquer. Il a une puissance de 5000. Si je veux lui faire plus de dégâts, je peux utiliser des cartes donnes et donc attacher des cartes donnes. Donc sur les cartes donnes c'est bien marqué, à votre tour plus 1000. Ce qui veut dire que si je prends ces 3 cartes donnes, je peux les placer sous Atmos, engager Atmos, et donc Atmos attaque à 5000 plus 3000, donc il attaque à 8000. Donc ces cartes donnes nous servent à la fois pour jouer des cartes, pour jouer des personnages, pour jouer des mécaniques de pioche, etc. Mais elles nous servent également à booster nos cartes en attaque. Et donc c'est un savant mélange d'équilibre entre se constituer un board en jouant des cartes, mais générer de la menace en attaquant et en boostant nos cartes. Donc c'est toujours vraiment cet équilibre qui est difficile à trouver, et c'est là où on voit la différence entre les joueurs novices comme moi, où on tâtonne un petit peu à savoir ce qu'il faut faire, plus attaquer ou plus jouer des cartes, et ceux qui connaissent vraiment la méta et qui savent très bien gérer leurs donnes. Un excellent joueur saura surtout gérer ses donnes pour gérer son board et générer suffisamment de menaces. Une petite stratégie de base qu'on m'a montré, c'est qu'il faut toujours attaquer, enfin toujours, la plupart du temps, attaquer avec son leader, attaquer avec le body de son leader. En plus là, pour le coup, Barbe Blanche c'est 6000, donc c'est quand même une bonne menace. Et après, il y a les crescendo. Donc ça veut dire, par exemple, attaquer 5000, donc là je vais mettre 2 donnes, il va attaquer à 6000, et après je peux mettre 2 donnes et attaquer à 7000, et ainsi de suite. Ça va permettre après donc au défenseur d'épuiser ses cartes ou de prendre des points de vie. Et ça, on verra la phase de défense juste après. Donc là, je change la configuration. On fait un petit pas de côté pour justement voir ce qui se passe lors des combats. Donc lors d'un combat, on dit que donc là c'est la phase de l'adversaire. Donc tout à l'heure j'avais attaqué à 8000 avec Atmos ainsi qu'avec mon Edward Newgate. Donc si on regarde, donc là nous avons la ligne médiane avec le joueur 1 et le joueur 2. Donc là, ces cartes-là sont normalement comme ça, elles sont engagées. D'accord? Donc elles sont sur le côté. Ce qui veut dire que Atmos est ciblable. Le joueur 2 peut décider d'attaquer Atmos. À tout moment, il peut déclarer une attaque sur le leader adverse, qu'il soit engagé ou pas. Le leader adverse, c'est toujours une target. Il est toujours ciblable. L'avantage, c'est que les attaquants,
si on n'a pas envie de les perdre, il suffit de ne pas les faire attaquer au tour d'avant. À ce moment-là, ils ne sont pas ciblables. Il n'y a que le leader qui est ciblable. Mais bon, là sur le tour précédent, j'avais attaqué avec Atmos, donc pour la démonstration, on va voir ce qui se passe. J'ai mon bloqueur, donc le bloqueur n'a pas vertu à attaquer de base, donc généralement il reste redressé pour justement anticiper sur la phase d'attaque de l'adversaire. Donc là, le joueur 2 a 2 attaquants, très forts en plus, donc on va faire comme on fait d'habitude, donc on va dire qu'on attaque, donc on déclare ses attaquants. Donc on déclare l'attaque, on commence avec le Edward Newgate, il attaque et il décide de cleaner le board, ce qu'on appelle cleaner le board, donc nettoyer le board adverse. Donc il se dit, je vais attaquer Atmos. Donc ça veut dire qu'il va avoir une puissance de 8000 contre un personnage à 5000. Je le rappelle, les dons n'apportent plus le pouvoir bonus, étant donné que c'est le tour du joueur 2 et que ce n'est plus le tour du joueur 1. Donc Atmos redevenu une 5000, il est censé perdre contre Edward Newgate. À ce moment-là, on a plusieurs options. Première option, on fait rien, et Atmos se fait tuer et va à la défausse. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, on a envie de protéger notre Atmos. On peut activer notre bloqueur. À ce moment-là, le bloqueur va venir s'interposer, donc on dit qu'on déclare le bloqueur, ce qui veut dire que cette carte-là est obligée d'aller attaquer donc King Dew, le bloqueur. 8000 contre 4000, à ce moment-là, King Dew joue son rôle et donc il est envoyé à la défausse. Donc ça, c'est son rôle de bloqueur, de venir protéger les autres cartes, mais je peux décider aussi de ne pas bloquer. On va se dire le cas de figure où je bloque, mais ce joueur-là, le joueur 2, a vraiment envie de battre Atmos. Donc à ce moment-là, il attache une donne à son ace, admettons qu'il lui restait une donne en jeu. Et donc avec ace, il attaque là pour le coup à 6000, 7000. On va dire qu'il a joué en escalier, donc 8000. Voilà. Donc il attaque également à 8000 avec son ace. Il décide d'attaquer le Atmos à nouveau. Je peux utiliser les cartes de ma main pour venir booster le Atmos. Donc vous avez le contre sur vos cartes, donc il va falloir que je vienne augmenter la puissance d'Atmos à 9000, car en cas d'égalité, c'est toujours l'attaquant qui gagne. Donc si je monte Atmos à 8000, ce qui est la puissance de Ace actuellement, Atmos perdra. Donc toujours priorité à l'attaquant. Donc pour sauver Atmos, il va falloir que je le monte à 9000. Et donc on regarde dans les cartes. Donc j'ai un contre de 2000 avec Jaws. Donc là, je rajoute, donc ça fait 2000. Donc on passe à 7000, 8000 et 9000. Donc là, il m'a fait utiliser 3 cartes qui vont dans ma défausse, mais mon Atmos est protégé. Il a survécu à l'attaque de Ace car j'ai pu le booster avec le contre des cartes que j'avais en main. Je reviens rapidement sur la valeur de contre. La plupart des cartes sont des contres de 1000, mais il est important de souligner qu'il y a des contres de 2000. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte quand on lance une attaque sur un joueur, c'est qu'on est capable de savoir combien il a de cartes en main, mais si, admettons, l'adversaire possède 3 cartes, il peut bloquer à 3000, comme il peut bloquer 6000 supplémentaires. Donc là, en l'occurrence, je peux bloquer à 3000, 4000, 4000 avec 3 cartes. Donc il faut toujours tourner autour de ça parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que l'adversaire dispose en main. Et c'est important de compter les contres 2000 dans une option de défense. Admettons,
Dernier cas de figure. Donc il ne m'a pas attaqué mon Atmos, mais il m'a attaqué directement mon leader. J'ai plus de bloqueur, j'ai plus de cartes en main, ou très peu. À ce moment-là, je prends un point de vie. Donc le joueur ayant réussi à attaquer mon leader, je prends la carte du dessus de mon point de vie et je le mets dans ma main. Autre cas de figure, la carte de point de vie a ce qu'on appelle un déclenchement. Donc vous allez peut-être entendre parler de trigger. À ce moment-là, vous pouvez déclencher l'effet directement de la carte. Il y a certaines cartes, le trigger, c'est de jouer la carte directement, ou alors d'utiliser un effet pour mettre KO un adversaire, etc. Les triggers sont très forts. Certaines couleurs de jeu, notamment le deck jaune, les decks jaunes jouent beaucoup autour de la vie et des triggers générés par la perte de points de vie. Donc ça, c'est important aussi de tabler là-dessus. Et c'est là, encore une fois, une des subtilités du jeu de One Piece, c'est que plus vous allez retirer des points de vie à votre adversaire, plus il va renforcer sa main et plus il aura des options de défense. Donc là, admettons, on a retiré 3 points de vie à Newgate, il a récupéré, il a refait sa main. Donc il y a certains joueurs, donc dans des stratégies, qui perdent volontairement des points de vie pour gonfler leur main et avoir après plus d'options de jeu. Donc c'est encore une fois, comme avec les dons, un savant mélange, un équilibre entre perdre ses vies, récupérer des cartes, piocher, et cet équilibre en fait se gère vraiment avec de l'expérience de jeu. Donc là on a avancé jusqu'à la fin de la partie. Le joueur 1 est plutôt en mauvaise position, il n'a plus de bloqueur, il vient d'attaquer et il lui reste une vie. À ce moment-là, donc le joueur 2 a 3 attaquants, donc il va pouvoir déferler sur le joueur 1. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on va avoir tendance à attaquer en escalier. Donc on va faire attaquer le Namur avec une donne, donc ce qui fait qu'il attaque à 6000. Edward Newgate décide avec ses cartes bloqueurs d'encaisser et de bloquer, donc avec le pouvoir de contre, il monte à 7000, donc il ne perd pas son point de vie. Ensuite, on attaque avec le Ace. Donc là, on met directement, il reste 2 cartes en main à l'adversaire, donc le joueur 2 se dit potentiellement 4000, ce qui ferait monter Newgate à 10 000. Donc il met 4 cartes donne derrière Ace. Il attaque donc à 10 000 avec Ace. Il ne peut pas bloquer car il a juste 10 000 en main. Donc il perd sa vie. Il récupère à l'occasion un bloqueur de 1000, un contre de 1000, pardon, ce qui porterait donc Newgate à 10 000 réel. Et donc le joueur finit avec ses dons. Il met tout sur barbe blanche. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes donne sur barbe blanche. Barbe blanche, donc, qui attaque. 8000 plus 5000, 13000. Avec les cartes contre, il ne peut pas booster sa puissance. Il n'a plus de vie, il se fait attaquer. Le Edward Newgate a perdu. Et c'est comme ça qu'on conclut une partie. Ne jamais sous-estimer la dernière carte qui se trouve ici. Parce que quand vous faites perdre la dernière vie, ça peut être une carte événement ou une carte 2000. Donc bien penser que ces cartes de vie sont toujours une ressource pour le joueur qui défend. Donc ça c'est quand même assez important dans la dynamique de jeu, et des fois c'est très compliqué de finir une partie, de finir un adversaire. Et très souvent ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps en fait on finit à une vie à 0, ou des fois les deux joueurs sont à 0 vie et c'est vraiment le all-in qui compte avec cette prise de risque. Parce que si jamais on n'a pas assez de donne et que l'adversaire a un board un peu plus étoffé,
et bah lui après il peut vous finir parce que vous avez plus de bloqueurs et plus de ressources et donc il vous retire vos 2 vies. Donc c'est toujours très important de gérer ça dans un deck, de gérer la fin de partie. Les finishers, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, c'est de terminer l'adversaire. Donc voilà pour la présentation du fonctionnement du jeu de cartes One Piece Game, donc le TCG de One Piece. Je ne suis pas allé dans le détail de toutes les capacités des cartes, ça je le ferai dans une prochaine vidéo je pense, où j'expliquerai vraiment toutes les compétences, avec tous les types de cartes, lieux, événements, sur les activations, les triggers, etc. Là je voulais vraiment faire un tuto sur comment installer un plateau de jeu, comment débuter la partie et les règles principales. Après, je vous encourage vraiment à aller en boutique. Je sais que Bandai faisait des initiations en boutique avec des decks préconstruits pour présenter justement les règles du jeu. Si vous êtes déjà un peu familier avec les TCG, vous ne serez pas dépaysé, hein. Il y a quelques subtilités à rajouter seulement, notamment au niveau de la gestion des decks, des dons, pardon. Mais il est vraiment simple de prise en main comme TCG, mais beaucoup plus complexe à maîtriser. Comme je vous l'ai expliqué, c'est toujours un savant mélange, un équilibre entre attaque, défense, gestion de ressources, gestion de la main, donc gestion des cartes en main. Et ouais, c'est vachement profond comme gameplay et très intéressant. Donc je vous encourage à aller en boutique, à jouer avec des amis et à découvrir notamment via le simulateur, donc, qui est très pratique. Bon, uniquement en anglais malheureusement, mais qui permet vraiment de dégrossir l'ordre de jeu, le positionnement des cartes et les règles de base. Donc pour commencer, ces starter decks sont très bien, mais après en effet on va pouvoir venir les améliorer avec des cartes qui ont des capacités un petit peu plus intéressantes. Donc voilà pour les règles de base. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si jamais j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas non plus à me le souligner. On est tous là pour apprendre, moi le premier. Je découvre uniquement avec la version française, donc, qui est sortie là au mois de février. Mais j'espère m'améliorer et continuer à découvrir ce jeu et à vous en faire profiter. C'était Zatsuyo, l'apprenti marine. À bientôt!